Non, mais il faut reconnaître les qualités d'Ngannou, tu vois ce que je veux dire. Il est très dangereux, c'est les faits, tu vois. Chevaux, Il, f- 96 chevaux, c'est pas donné, hein. il faut être honnête. Moi, je dis dans la vie, il faut être honnête. Tu sais, chacun connaît sur quoi il compte. Tu vois ce que je veux dire. Mais s'il y a un bon chèque, Bonsoir Oli, Ça va bien, ça va? Ça va et toi? Aquaba, hein? Ou bien c'est toi qui vous dis Aquaba, Aquaba? Aquaba. Aquaba. Merci. Bonsoir chers internautes de Cineweb TV et bienvenue dans cet entretien. Oli Yves Roland dit Oli la machine est un combattant ivoirien de boxe thaïlandaise et de kickboxing japonais. Il a son actif 40 combats, dont 32 victoires et 15 sur KO, rien que ça, et 8 défaites. Il possède un titre de World Boxing Council, WBC Muay Thai Africa, champion, décroché en 2021, un titre de World Champion WPKF Pro K1 Rules en 2019 et un titre pour Africa Champion Muay Thai en 2019. Oli, merci de nous recevoir ici encore une fois. merci Mustapha. Alors, Merci à Sénéweb. pour la première question, Oli, déjà, d'où te vient ce surnom de la machine et quelle est son histoire? Sous le nom de la machine, j'étais au lycée. J'étais au lycée et quand tu vois un peu mon physique, hein, tu vois, moi je suis comme ça depuis que je suis au lycée, depuis que j'ai quoi, 17-18 ans. Et du coup, moi j'ai toujours été sportif, tu vois, le foot, le rugby, le basket et aussi la gymnastique, tu vois. On faisait de la gymnastique dans la rue. Et du coup, au fait, comme je savais un peu tout faire, tu vois, et j'étais très athlétique, du coup là, les amis, ils me disaient, Joe, tu es une machine, Joe, tu es une machine. Et c'est comme ça que c'est resté. Tu vois. Mais comment as-tu atterri dans le sport de combat? Le sport du combat, il faut dire que on a grandi avec la génération des anciens, tu vois, la génération des anciens qui étaient au taekwondo. Le taekwondo est un sport en Côte d'Ivoire qui est un art martial qui est très développé. Et on a grandi comme ça en entendant les légendes des anciens et aussi avec les films d'action dans les années 90. Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. C'est surtout kickboxer qui me donne envie au fait de faire de la boxe taille du kick. Et voilà, quand j'arrive à Abidjan, parce que moi, j'habitais pas à Abidjan, j'arrive à Abidjan en 2003. Et 5 ans plus tard, je découvre qu'il y a un club de boxe thaï dans mon quartier. Du coup, je suis étonné, je suis excité. Je me dis, attends, non, c'est pas sérieux. Donc, du coup, j'appelle le numéro, je vois l'affiche, j'appelle le numéro, je tombe sur mon premier entraîneur dans le temps, Maître Wilfried. Et c'est parti comme ça, depuis 2008. Je n'ai pas arrêté. De- Ouais. Ouais, c'est son knockout power, c'est tout dans ses mains. Moi, c'est plutôt vers le bas. Moi, c'est les kicks. Moi, ça va être plutôt vers les kicks. C'est clair que j'ai mis beaucoup, la majorité de mes KO, là, c'est de mes KO, de mes arrêts, c'est sur coup de pied. Coup de pied sur les low kicks, c'est ma spécialité. Les coups de pied, c'est ma spécialité. Les low kicks et tout ce qui est coup de pied, c'est ma spécialité. Et en tant que kickboxer Ouais. et Et Nak boxeur Muay, ouais. Thaï, Et Muay boxer taille, Thai, ouais. quelles sont les spécificités ou bien voilà, de ces sports-là qui vous passionnent? En fait, la boxe taille, il a plus ce côté-là. En fait, il a les deux casquettes, tu vois. Il a la casquette d'être un art martial avec tout le folklore qui va avec. Un peu comme au taekwondo, la discipline martiale et tout ça. Et en même temps, il y a le volet compétition professionnelle qui lui donne ce côté-là, sport de combat, tu vois. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai toujours été attiré par ça parce que, bon, on a grandi, tu sais, l'influence de la télévision. Et donc, du coup, voilà, la boxe, il y a ces deux aspects-là, tu vois. Le côté martial avec la tradition, les règles, le respect, tout ça. Et il y a ce côté compétiteur qui, dans son autre facette, qui est vraiment là où où là tu es dans le réel pour de vrai, tu vois. On enlève le côté martial, on enlève tout ça, tu vois, où tu es dans la compétition pour de vrai, où on porte des coups pour de vrai, c'est le chaos système, tu vois. Dans le côté martial, il n'y a pas de chaos système.
et dans le côté compétition professionnelle, le KO système. Donc du coup, voilà, la boxe taille, c'est ça. Et c'est l'art des 8 coups. On l'appelle l'art des 8 coups parce qu'on utilise tous les membres du corps. Les jambes. Déjà chez nous, en boxe taille, on frappe avec le coup de pied, classique comme au karaté, au taekwondo, comme tu veux. Et en plus de ça, on a les techniques de coups de genou, c'est-à-dire qu'on a la jambe qui frappe. Et on divise la jambe en deux, on a les coups de genou. C'est pareil sur la main, on a les poings qui frappent et on a les coups de coude. Tu vois? Donc du coup, quand tu multiplies, ça fait l'art des 8 coups. Mais quelles sont les différences entre le kickboxing japonais et le Muay Thai? Parce que bon, bien vrai que les deux proviennent des pays asiatiques, mais... Au fait, le kick a été créé parce que à l'époque, ils avaient un besoin, les Japonais l'ont créé parce qu'ils avaient un besoin de créer un art martial un sport de combat qui n'était pas, c'est pas un art martial, c'est un sport de combat qui n'était pas, tu vois, qui n'était pas martial. Les Coréens et le Japon, ils ont le judo, ils ont, tu vois, le karaté, tout ça. Et il fallait un truc, au fait, un art martial, au fait, parce que la Thaïlande s'est démarquée avec la boxe thaï, qui allait attirer tout le monde, où tout le monde pouvait, tu vois, facilement pratiquer, tu vois, sans les rites, tout ça. Et donc, du coup, voilà, ils ont eu la bonne idée de mixer tout ce qui était sport de combat. Mais ça tourne surtout, le K1 va tourner surtout autour des techniques de boxe, de poing et des techniques de coups de pied. Ils ont rajouté aussi un peu de techniques de boxe taille parce qu'il y a le clinch, mais ça ne dure pas. C'est un corps à corps, un coup de genou. Voilà, ils ont subi l'influence parce qu'à l'époque, c'était ça. Et c'est un sport qui est très, très efficace parce que, voilà, tu enlèves les coups de coude, tu enlèves le corps à corps en boxe taille qui dure 10 secondes à plus, ça dépend des rounds, ça se ressemble pratiquement. Et ce qui est bien avec le K1, c'est qu'il ressemble beaucoup au karaté Kyokushin. Ils sont très similaires au karaté Kyokushin. Tu vois, le karaté Kyokushin, c'est un art martial japonais où on frappe avec les mains. En compétition, on ne frappe pas à la tête, mais ça ressemble beaucoup au K1. Mais est-ce que ces deux disciplines sont finalement complémentaires pour toi qui les pratiques? Elles sont complémentaires parce que tu as... Est-ce qu'elles sont aussi bénéfiques pour toi lors des combats? Bien sûr, parce que au fait, l'avantage avec la boxe thaï, c'est qu'au fait, il y a différents styles de boxe thaï, de nak muay comme on dit chez nous, tu vois. C'est que tu as le nak muay qui va avoir une tendance à utiliser beaucoup les coups de pied. Tu vois, lui, c'est le muay thai, lui, il utilise beaucoup de coups de pied. Il y a toutes les techniques, mais il va utiliser beaucoup de coups de pied. Tu auras même l'impression que presque c'est un taekwondoïn, tu vois. Beaucoup de coups de pied ou bien karatéka. Il va mettre beaucoup de coups de pied circulaires, de push kick, tu vois. Tu auras le nak muay, lui, qui va travailler comme un gars du K1, qui va avancer avec son anglaise. Il met les poings, il met les jambes. Tu vois, lui, c'est le muay book. Après, tu vas avoir le muay KO, c'est-à-dire que lui, c'est les coups de genoux. Lui, il va faire que des coups de genoux, tu vois. Il est spécialiste des coups de genoux. Et après, tu vas avoir pour résumer rapidement, tu vas voir le fumeux, lui, il sait tout faire. C'est que tous les styles, il sait faire, mais lui, il sait pratiquer la boxe taille dans sa globalité, tu vois. Et donc, voilà, quand tu es au combat, tu peux passer facilement du Muay Thai au kick. Si tu maîtrises un peu, tu vois, tu es un peu fumeux, tu vois, tu peux passer du Muay Thai au kick plus facilement. Mais c'est un peu plus dur de venir du kick au Muay Thai parce que quand il y aura les phases de corps à corps, les phases de clinch, qui sont comme la lutte au MMA, au K1, ils n'ont pas ces phases de combat-là. Tu vois, et le Muay Thai, c'est ce qui démarque le Muay Thai de ça, et les coups de coude en plus, tu vois, en plus. Et donc voilà, c'est un peu plus facile pour un nak muay d'y aller, même s'il n'aura pas le même rythme. C'est pas simple en tout cas. Moi je dis, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'art martial qui est supérieur à un autre. Il n'y a que de bons combattants, des gars intelligents qui savent utiliser les techniques qu'on leur demande d'utiliser dans le moment précis, sur le combat précis. Et puis voilà quoi. Alors, sans fausse modestie, hein, tu es l'ambassadeur de cette discipline, de ces disciplines à l'international de la Côte d'Ivoire. Et si je te demandais quel est ton état, quel est ton regard sur ces disciplines-là ici en Côte d'Ivoire? Écoutez, ça fait 2008 à aujourd'hui, ça fait quoi 16 ans. En 16 ans, j'ai vu beaucoup de choses se passer. Nous, on est arrivé il y a 16 ans. Ma première compétition était en 2012, donc il y a 12 ans. Et on a vu beaucoup de choses passer. On a vu le niveau monter progressivement. Ce n'est pas simple tous les jours.
mais on voit le niveau monter. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes Ivoiriens qui pratiquent. Ce sport-là, ces sports de combat et ce art martial que le Muay Thai, ils ont plus d'adhérents, plus d'adeptes. On passe à la télévision. Aujourd'hui, on est avec Séné Web. On crée des salles, tu vois, de vraies salles, tu vois ce que je dis, c'est pas, il y a 16 ans, c'était pas ça, tu vois. On n'avait pas vraiment pignon sur rue, c'était des compétitions qui étaient faites un peu en catimini, c'était une petite niche. Aujourd'hui, la niche, elle est un peu plus grande parce qu'elle touche tout le monde. On a fait des directs à la télévision nationale et sur les chaînes privées ivoiriennes, même la télévision nationale, tout ça, pour te dire que voilà, en 16 ans, ce sport-là s'est beaucoup développé, on est content. Que ce soit le Muay Thai, qui est un art martial et un sport aussi, le kickboxing aussi, qui est beaucoup suivi aujourd'hui. Les athlètes de ces sports-là comptent en Côte d'Ivoire et le MMA qui grandit aussi. Et voilà, je pense que l'avenir est radieux, est plein d'espoir, tu vois, est plein d'espoir. Et voilà, moi, je suis content de faire partie, tu vois, d'être le pont entre les générations qui sont passées il y a 16 ans aujourd'hui, voilà, qui avons vu un peu quand c'était très compliqué et qui aujourd'hui, voilà, on voit aujourd'hui des jeunes Ivoiriens rester en Côte d'Ivoire, voir des jeunes Africains qui viennent boxer, des jeunes Sénégalais qui viennent ici et qui touchent 3 fois le SMIC sur des compétitions. Nous, à l'époque, si on nous avait donné 50 000 francs, on était contents, sinon on te payait en paquet de pâtes. C'était pas simple. Donc tu vois qu'il y a du progrès. Moi, je dis au fait, tous les progrès sont bons à prendre, sont bons à dire. Il faut pas, tu vois, il faut pas faire de la, tu vois, il faut pas raconter des trucs. On progresse. À présent, revenons à vous. Ouais. En novembre dernier, en 2023, Ouais. vous avez eu votre dernier combat pour le moment, n'est-ce pas, contre le Romain de Tagnouk, Oui, novembre dernier, c'est ça. qui s'est soldé par une défaite. Ouais, une défaite au Et à, la, point. voilà, et à la suite de cette défaite, vous avez réagi sur votre Oh, il y a page beaucoup de Facebook. polémiques. Hein. Voilà. Vous avez réagi Ouais. en mettant l'intégralité du combat, n'est-ce pas, et en laissant les gens s'exprimer. l'appréciation à vos Ouais. fans. Une défaite injuste selon vous? Pour moi, personnellement, je pense que elle est injuste. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Je pense que les juges ont été un peu trop durs. Trop durs. Je pense que le K1, c'est pas de l'anglaise. Tu comprends? Le K1, c'est les poings et les pieds. Tu vois? J'ai eu plus d'impact dans le combat. J'ai dominé 2 rounds. Le troisième, vas-y, ok. Il le prend, mais je pense que un quatrième round, ça aurait été juste. Mais après, les juges, c'est les juges. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes athlètes. Et je le sais, tu vois. C'est pour ça que je dis à mes gars, au fait, il est de la responsabilité des athlètes eux-mêmes de préparer très bien leur combat, de se mettre dans les conditions et de ne pas laisser les juges aucun doute aux juges de trancher, tu vois. Parce que moi, je me plains. J'aurais gagné, le gars, il se serait plaint pour dire que, ouais, on m'a volé. Ça fait partie du jeu, tu vois. Mais comme les gens sont... Les fans sont... Ils aiment tellement la victoire qu'ils se disent, ouais, il a perdu. J'ai mis le combat pour que les gens voient, au fait, tu vois, ce qui s'est passé. Après, chacun jugera. Moi, pour moi, faire un combat jusqu'au bout, le faire bien, tu vois, le faire bien. Pour moi, c'est ça la vraie victoire. Moi, je n'ai pas honte de parler de mes défaites, tu vois, de les montrer. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, Oli, à présent, projetons-nous un peu. Comment comptes-tu rebondir, hein? Est-ce qu'il y a d'autres duels en perspective? Bien sûr. Là, même, je suis en préparation. C'est pas simple. Il y a la CAN, il y a plein de choses. Tu vois, je suis en préparation. Il faut dire qu'aujourd'hui, je suis plus sur la fin de ma carrière qu'autre chose. Je prends des dernières dates surtout parce que c'est les dernières dates, tu vois. C'est ma dernière année de compétition. Dernière année, c'est bon, je suis fatigué. C'est bon, frère. Ça fait 12 ans. C'est usant. C'est fatigant. En fait, mentalement, les gens ne se rendent pas compte. Tu vois, les footeux, ils sont 11 sur le terrain. Ils ont des potes qui sont 11 qui sont assis sur le banc. Tu peux toujours dire que tu peux tricher sur le terrain, faire une passe marcher, le défenseur il peut attendre. Si son équipe joue bien, qu'elle joue devant, qu'elle a le contrôle du jeu, le gardien de but n'a pas de problème. Tu vois. Mais nous, au combat, ce n'est pas ça. Les entraînements sont très durs. Et les combats sont très courts, mais très durs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça use, tu vois. Moi, j'ai que 40 combats dans 12 années. C'est très peu, tu vois. Même pour un poids lourd africain, c'est très bien. Tu vois. C'est pratiquement, si tu calcules, c'est pas plus de
3 combats et demi chaque année. Et c'est usant parce que les entraînements sont très durs, sont très, très, très durs. C'est tous les jours et mentalement, tu sais ce qui va se passer. Tu sais très bien que même si tu es préparé à 100%, t'as pas... la victoire n'est pas acquise. Tu vois ce que je veux dire? Il peut toujours se passer un truc et puis tu perds le combat. Donc c'est la différence du sportif, du footballeur qui joue à l'expérience au fil du temps. Voilà, le foot, il va jouer à l'expérience au fil du temps parce qu'ils sont 11 sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Si un Léo Messi aujourd'hui, il ne se fatigue plus dans le match. Zidane en fin de carrière au Real de Madrid ou à l'équipe de France quand il est arrivé, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça aujourd'hui, un Sadio Mané, chez vous, il a de l'expérience, il a la lecture du jeu. Nous, chez nous, l'action, elle est seconde par seconde. Il n'y a que vous deux. C'est usant mentalement, au fait, parce que tu es tout le temps dans l'attente de qu'est-ce qu'il va faire. Tu vois, tu dois tout de suite prévoir, analyser, prévoir, répondre, prévoir le prochain coup du gars pendant que tu réponds. Éviter de prendre le coup dur. Tu vois, c'est pas simple. C'est très, très compliqué. Très, très compliqué. D'accord. Et maintenant, revenons un peu à l'état de vos relations avec la fédération de kickboxing. De kickboxing et de Muay Thai, ouais. Les fédérations ivoiriennes de sport de combat et d'arts martiaux. Écoute, moi, je vais pas te mentir. Tu sais, moi, je pense que moi, en fait, tu sais, moi, je suis le genre de personne qui... je suis le genre de personne qui... Je suis critique avec eux, tu vois, directement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que tout n'est pas jeté, tu vois. Mais voilà, je pense que le système mis en place par ces gens-là qui gèrent les fédés, aujourd'hui, je pense que ces gens-là sont à la tête des fédérations depuis un moment. Je pense que chacun doit faire son bilan. Mais ça, vraiment, honnêtement, tu vois, ce n'est pas une question de jeter la pierre à qui que ce soit, mais chacun sait exactement ce qu'il fait. Tu vois, moi, je préfère, tu vois, c'est comme quand un citoyen critique l'État. On va toujours dire que l'État ne fait jamais beaucoup. La fédération, c'est comme un État. Tu as un président qui est là, il gère des collectivités, il gère des citoyens, tu vois ce que je veux dire. Mais on ne peut pas attendre que l'État fasse toujours. Tu comprends? On aimerait qu'ils nous accompagnent plus, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils sont accompagnés? C'est la question, tu vois. Quand malheureusement, tu as des gens qui n'ont pas réellement de politique, tu vois, de développement de l'activité qu'ils président, c'est un peu compliqué. Quand il y a un peu de problèmes d'ego de personnes, c'est compliqué. Moi, c'est pour ça que depuis des années, tu vois, je me suis dit, j'ai mon assos, j'ai mon entreprise, je fais mes choses. Je fais mes choses, au fait, pour donner l'exemple, pour montrer aux autres que c'est possible qu'une association ou bien qu'un promoteur privé puisse faire des événements de qualité et puisse rémunérer correctement les boxeurs. C'est dans les deux, au fait, c'est une manière de dire au fait, aux fédés que de travailler avec les acteurs réels, tu vois ce que je veux dire? De travailler avec les acteurs réels et de dire aussi à mes collègues, au fait, de ne pas attendre que la fédération fasse. Parce qu'avant qu'on soit dans une fédération, on est d'abord une association ou on est d'abord des promoteurs privés. C'est quoi, nous, notre plan, personnellement, de développement? Après, l'État a son plan, mais tu n'as pas dit, ce n'est pas l'État qui va aller demander, qui va aller dire à Orange ou bien à Sénéweb, c'est quoi votre politique de développement de Sénéweb? Il faut aller vers eux. Il faut faire des choses d'abord qui vont impacter, tu vois, l'écosystème. Après, ils seront obligés, soit ils vont combattre parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est normal, les humains sont comme ça. Quand on ne connaît pas quelque chose, on combat jusqu'à se rendre compte que c'est bien pour nous. Tu vois, et après, voilà, ça... Et justement, est-ce que ce sont ces critiques-là qui sont à l'origine de... Ouais, parce que apparemment, je dis un peu, tu vois, moi, la vérité, je dis ce que je pense quand on est en réunion et qu'on sort. Tu vois ce que je dis, mais ce n'est pas de manière vulgaire. Moi, j'essaie au fait de tirer un peu tout le monde vers ce qui est juste et vers les choses qui vont profiter à tous, tu vois. Après, oui, je pense qu'on est en Afrique, tu connais bien le système de droit d'aînesse. Tu vois, les nouveaux venus, les plus jeunes doivent faire dire des choses. Au fait, quand tu commences à un peu trop sortir la tête de l'eau, à être un peu dans leur tête une menace de leadership, ça devient des problèmes. Mais comme je dis, avant d'être dans une fédération, on est tous des présidents d'associations. On est tous des promoteurs privés. Donc, en fait, on est tous des privés qui gérons nos propres clubs avec nos propres règles. Et quand on arrive à une fédé, au fait, on participe à la vie de la fédération
On n'est pas obligé d'être dans la fédération, mais on vient là et donc c'est un commun accord qu'on ait un président et qu'on a des textes qu'on travaille ensemble. Et donc après, tu vois, c'est les problèmes. Après, ça devient de la politique parce que les gens pensent que parce que eux ils brillent, donc lui il a tel nom, tu vois, il va prendre la place et tout. Mais moi j'ai toujours dit, c'est pas mon problème d'être, tu vois, dans les trucs de fédé et tout. Moi je vais faire mon travail simplement, donner des opportunités aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains. Et puis voilà, les fédérations doivent faire ce qu'elles doivent faire, c'est de fédérer, d'avoir un planning précis de développement de l'activité, surtout les dirigeants de ces fédérations, d'avoir de réels plans. Et puis voilà, on travaille tous de concert. Mais Oli, à entendre vos petits bisbilles avec Ouais. la fédération, on a Ouais. l'impression que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur dans votre pays. Et puis, cela Ouais. conforte un peu l'adage qui dit que nul On n'est n'est pas prophète chez prophète soi. ouais. Clairement, tu sais, ça, c'est comme je disais, tu vois, c'est les problèmes. En fait, souvent, tu vois, la plupart du temps, quand je sais pas comment ça se passe chez vous au Sénégal, mais je pense que ouais, c'est inhérent à tous les humains, tu vois. On a un Sadio Mané qui est adulé quand même aussi, Qui est les gars. adulé, Hein. tu vois, qui sont adulés. Après, le Sénégal, je pense qu'il y a moins d'ego, sûrement, peut-être, tu vois. Tu vois, il y a d'autres pays comme chez nous, il y a un peu trop d'ego, tu vois. Et donc souvent, tu vois, à cause des égos, les gens s'effritent, ça rentre dans des trucs, tu vois. Moi, comme je dis, franchement, moi, tant que j'arrive à donner des opportunités aux jeunes Ivoiriens, que les gens me reconnaissent ou pas, moi, c'est pas mon problème. La vérité, au fait, moi, les histoires d'ego, là, je suis pas là-dedans. Vu qu'on me reconnaisse comme le chef, moi, je m'en fous. On fait être l'homme de l'ombre, quoi. Voilà, moi, je veux bosser. Moi, je veux que le jeune qui a à Bobo, qui a à Boaké, qui a, je sais pas où, à Korogo, qui a à Yopougon, où tu veux, qui a à Guiglo, où tu veux, quand il m'appelle, il me dit « Ah, moi, je veux devenir boxeur », ben, quand il voit la télé, il voit les médias parler, ils disent, et que j'inspire ces jeunes-là à devenir boxeurs, à avoir la vie de boxeur, avec la discipline qui va avec, moi, c'est ce qui m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Moi, souvent, je dis aux gens, je n'aurais pas fait de la boxe, je pense que peut-être même, je n'aurais jamais posté de quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, que des trucs drôles. Ça ne m'intéresse pas. En vrai de vrai. Moi, je préfère bosser. Mais alors, Oli, on a remarqué qu'à la suite de vos nombreux combats, il y a deux fois des séances d'explication qui s'ensuivent avec des posts et tout. Finalement, de nombreux observateurs se disent « Non mais Oli, il passe son temps à se justifier. » T'as vu, hein? C'est fatigant. Non, mais c'est fatigant parce que comme je disais, tu vois, en fait, on subit tellement de stress que le problème, c'est que on a un devoir d'éducation. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'en tant que président d'association, en tant qu'athlète, quand les gens méconnaissent ton sport, tu as un devoir d'éducateur. Tu dois éduquer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je fais des sorties, les gens, ils voient ces sorties-là. Et très rarement, souvent, tu vois, mais quand je fais ces sorties, les gens ils voient sortir comme des justifications. Non. Moi, au fait, je me dis, la même façon que j'éduque les jeunes que j'encadre, tu vois, qui viennent de tout horizon de la Côte d'Ivoire, c'est la même façon que quand, en face, sur les réseaux sociaux, des gens qui ne connaissent pas le milieu disent des choses, j'ai besoin de remettre les choses dans le contexte, les emmener à aller faire des recherches et à connaître ce dont ils veulent parler. Tu sais, c'est très facile. Tu sais, je me rappelle, en 2015, j'étais en Thaïlande au championnat du monde amateur. J'avais fini une compétition, il y avait une histoire, tu vois, avec le staff et tout. Et le coach, il y avait un coach marocain qui était là, qui a sorti cette maxime et qui a dit, ce proverbe, il a dit, ceux qui sont assis au bord de la plage et qui regardent les autres danser et nager, ils trouvent toujours qu'ils nagent mal. Tu vois ce que je veux dire? Nous, en Côte d'Ivoire, on dit, c'est au pied du mur, on voit qu'il y a le vrai maçon. Donc, si tu dis, tu sais faire là, tu viens, tu fais une semaine, un mois avec nous, parce qu'un jour même là, tu fais un mois avec nous, et après tu viens parler. Fais même pas de compétition, fais un mois avec nous, et après tu viens parler. Donc, on est obligé de rappeler aux gens que c'est un vrai métier qui est très risqué, qui est compliqué, c'est pas simple. À chaque fois qu'on s'entraîne, qu'on monte sur le ring, on met notre vie en jeu. Les gens n'ont pas conscience. C'est très dangereux. Donc après, il faut les éduquer. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est un jeu, tu vois, c'est tout. Alors revenons un peu sur l'aspect préparation des combats. Ouais. Là, vous l'avez évoqué, actuellement vous êtes en préparation, Ouais. vous avez dit que c'est un peu compliqué, des fois il y a des appels de fonds, d'appels d'aide et tout. Ça me rappelle un peu le boxeur congolais Martin Bakolé, qui a fait récemment une collecte de fonds qui a atteint 100 000 euros, mais qui l'a vite arrêté en raison des critiques de ses supporters, de ses fans. Pourtant, il est numéro 1 mondial en boxe. Mais est-ce que
Martin Bakole. Pourquoi il a arrêté le truc? Ouais, je connais À Martin. cause des critiques, quoi. Mais non, je voulais Ils savoir. l'ont critiqué parce qu'il a tenté de faire une levée de fonds. Exactement. Et compte tenu aussi ce qu'il gagne. Mais quel est le. Voilà. Là, on voit un peu être Non, mais les mécontent, gens, là. tu vois, au fait, le problème des gens, c'est que. Frérot, mon gars, les préparations, au fait, en vrai, si je veux bien te préparer, ça coûte grave cher. Si tu imagines déjà avoir un bon kiné du sport, hein, un bon kiné, ça faisait un bon kiné, ça coûte cher. Si tu dois avoir 2 séances kiné par semaine, ça te fait 8 par mois. Au bas mot, le kiné va te coûter 25 000. Au bas mot. Un bon kiné, tu vois, un bon kiné qui a de l'expérience, va te coûter 25 000. Tu as 8 séances par mois. Tu as la bouffe. Tu dois manger correctement. Dieu merci, on a des légumes, on a tout en Côte d'Ivoire, en Afrique. Mais ça coûte, frère. Tu vois ce que je veux dire? Quand en plus de ça, tu es père de famille, tu as des responsabilités, tu as les loyers, tu as l'école des enfants. Tu as tout ton quotidien de vie avant même le combattant que tu es à régler. Par mois, ça coûte de l'argent. Une bonne préparation, si tout va bien, que tu n'es pas blessé, une bonne prépa, 2 mois. Et au niveau du coût, Les coûts en 2 mois, pour un professionnel, imagine-moi, quand je dois aller simplement finir ma préparation en Occident, c'est que j'aime pas, mais je suis obligé parce qu'on n'a pas encore toute l'expertise ici. Ça va te coûter pour 2 semaines, 3 semaines, dans 15 jours. Vas-y, 15 jours, ça va te coûter aux alentours de 2-3 millions. 2-3 millions de francs. Ça, c'est à mon niveau. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas encore dans les. Tu vois ce que je veux dire? Si tu t'attaches des services de gros coachs, de coachs, tu vois, de renom, comme les coachs aujourd'hui qui encadrent Ngannou et tout, ils prennent aux alentours de 10, 15%, 20, 30% de sa bourse. Ngannou, il fait 20 millions, il doit les payer 30%. Tu vois ce que je veux dire? Tout ne lui revient pas. Le manager va être payé. Eux, comme ils touchent de grosses sommes, ils ne sentent pas. C'est amorti en quelque sorte. Donc c'est normal que Martin, il demande des fonds pour se préparer. Numéro 1 mondial, mais est-ce que c'est bourse? Tu sais, aujourd'hui, tu sais, les sports de combat, la boxe, tout ça, aujourd'hui, au fait, malheureusement, on est payé à la fame. On est devenu comme des artistes. Lui qui a le buzz, il a le gros chèque. le travail sur. Sur l'image, qui est très importante. Lui qui a le buzz, il a le gros chèque. Parce qu'aujourd'hui, les combats sont... Après, c'est normal, les promoteurs de spectacles, ils doivent manger aussi. On va venir faire boxer le gars qu'on ne connaît pas, ils vont remplir une salle. Ils sont obligés, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont besoin des gens bankable. Donc ça coûte. Mais Oli, n'as-tu jamais Moi, envisagé. perso, 2 mois de préparation, ça me coûte autour de 6, tu vois, 4-5 millions? si je veux bien le faire. Bien le faire. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que les revenus générés par les combats ne suffisent pas tout le temps. Mais alors, Oli, n'as-tu jamais envisagé une reconversion, par exemple en MMA, à l'image d'un Ngannou qui est parti en boxe? Ouais, Là, mais... Mais là, bon, on sait que là, tu l'as rappelé en début d'interview, tu es plus près. C'est ma dernière, tu vois, ça fait 12 ans, je suis fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Je suis fatigué de taper, ça fait 12 ans que je tape, tu vois. Avant 4 ans d'entraînement et après, en tous 16 ans et 12 ans de compétition, ça use. Et tu n'as jamais envisagé une reconversion en MMA? Ouais. Moi, à l'époque, déjà, on avait essayé. Ah. À l'époque, tu vois. C'est pas pour dire, hein. Mais c'est qu'à l'époque, j'en avais essayé. Ngannou, c'était même pas encore du MMA, tu vois ce que je veux dire? On est dedans il y a longtemps, mais après, tu vois, moi, tu vois, j'aime rester debout, j'aime striker, j'aime taper, tu vois. J'aime pas le sol. Pour l'instant. Mais après, je pense que quand je vais arrêter tout ça, je pense que je vais me mettre au jiu-jitsu. Parce que, tu vois, j'ai plus envie de prendre de coups, tu vois, j'ai envie de serrer le cou des gens, tu vois, les trucs comme ça, tu vois, mettre des... Mais en parlant de ça, justement, là, Ouais. certains de tes fans sur le net s'amusent à dire, bon, oui, la machine, Ngannou, versus Ngannou. Cameroun, Côte d'Ivoire, la belle famille un peu. Ouais, tu connais un peu l'histoire de la belle famille. Tu sais, les gens, ils aiment, tu sais, dans chaque belle famille, tu vois, chacun cherche un défenseur de la famille. Les Ivoiriens disent, moi, je suis le défenseur.
qui me fatigue, hein, mais il dit c'est le défenseur quand même. Ça, au moins, ils reconnaissent. Les Camerounais, ils disent qu'ils ont un ganou. Donc, quand ça commence à chauffer, chacun appelle son grand frère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça drôle, tu vois. Je trouve ça drôle. C'est bien, tu vois, parce que, voilà, les gens, ça permet au fait de dédramatiser un peu les choses. Et les gens, ils rigolent, tu vois. Et voilà, c'est cet esprit bon enfant, là, tu vois, qui existe entre les peuples en Afrique. C'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu serais prêt à prendre Francis Ngannou? Et si oui, dans quel domaine? Actuellement, Déjà, on n'est pas de la même catégorie. Ngannou en super lourd. Moi, je suis en poids lourd normal, tu vois ce que je veux dire. Et encore, lui, de super lourd, tu vois ce que je veux dire. Parce que voilà, c'était la compétition, j'étais obligé, ils étaient dans le classement, ils devaient baisser tout ça. J'ai pris des gars qui avaient 30 kilos de plus que moi, la folie. Et moi, je suis un peu kamikaze, tu vois. Normalement, on va m'être déconseillé. Normalement, tu vois, il y a des gars, ils ne vont pas prendre. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, tu vois, pour faire les choses, il faut aller au charbon, tu vois. Non, mais il faut reconnaître les qualités d'Ngannou, tu vois ce que je veux dire. Il est très dangereux. C'est les faits, tu vois. 96 chevaux, c'est pas donné. Hein. Il faut être honnête. Moi, je dis dans la vie, il faut être honnête. Tu sais, chacun connaît sur quoi il compte. Tu vois ce que je veux dire. Mais s'il y a un bon chèque, on ne dira pas non. Non, s'il y a un bon chèque, on ne dira pas non. Mais il faut reconnaître que le gars, il est dangereux. Le gars, il est très dangereux. Si même John Jones le reconnaît, tu vois, c'est pas moi qui vais venir faire genre, ouais, Ngannou, c'est rien. On s'attrape, Non, non, non. Vu que c'était le challenger, dans quelle discipline serais-tu prêt à croiser le fer avec lui, selon toi? Soit en anglais, soit en pied-point. Mais pas en MMA. Le gars, il fait. Le gars, c'est un colosse. On va aller au MMA là. On va commencer à lutter. Je ne sais même pas si que je peux le lutter. T'as vu le type là? Gars. Regarde-nous ces garçons. Hein. Ah. Mais si on reste debout, ou bien en Muay Thai. Tu vois là, le corps à corps debout, ouais. Ouais. Si on va pas au sol, ouais. Corps à corps debout, je peux l'emmerder un peu. Je suis un peu plus petit que lui. Tu vois, je peux l'emmerder au clinch, tu vois. L'empêcher de me taper, parce que l'empêcher de mettre ses 86 chevaux là dans la tête, tu vois. Avec ses points. Alors, revenons un peu, j'ai un peu titillé votre culture générale. Ouais. Connaissez-vous un peu la lutte sénégalaise? Ouais. Quel combattant ou bien quel lutteur? À l'époque, nous, quand je suivais encore, tu vois, c'était les histoires de Bombardier. Il y avait Bombardier, il y avait qui c'est encore là? Tyson? Tyson, voilà, Tyson. Yekini? Voilà, ces noms-là, tu vois, ces noms-là. Ces noms-là. Et franchement, ce que vous avez réussi au Sénégal à faire, les gars, franchement, bravo. Bravo. Franchement, bravo. Vous avez réussi à créer un truc culturel sur le continent aujourd'hui. La lutte sénégalaise fait partie des sports et des arts martiaux reconnus dans le monde. C'est très fort, les gars. Franchement, c'est très fort. Voilà, nous, on essaye, malheureusement, voilà, nous, on essaye de faire ce qu'on fait ici pour donner la lumière. Mais c'est très fort. La lutte sénégalaise, c'est très fort. Aujourd'hui, il y a l'autre là qui a signé au One Championship. Regreg. C'est un ouf. C'est un fou aussi, ce gars. Je vais justement en venir. Ouais. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de reconversion. Ah, lui, il a fait le saut en quelque sorte de la lutte vers le MMA. C'est plus simple. Comment tu le trouves d'ailleurs là? Ton analyse sur Regreg. Est-ce que tu as eu à... Non, j'ai vu ses fights. Franchement, je trouve qu'au fait, il progresse bien. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai vu son premier combat à l'ARES qu'ils avaient fait à Dakar, avant le Covid ou pendant le Covid, là. Avant le Covid, c'était ça? Non, c'était pendant le Covid, fin 2020. Franchement, c'était bien. C'était pas bien, tu vois, c'était brouillon, c'était tout ça, tu vois. Mais aujourd'hui, je vois dans ses combats, il a encore ce truc-là avec la rage, tu vois, moins de contrôle dans son travail. Mais il y a du progrès. Il y a du progrès. Je pense que voilà, il est bien entouré là où il est à Singapour. Il continue de travailler, voilà, et je pense que s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'au bout d'un moment, ça ne paye pas. Alors, revenons un peu sur l'aspect global africain des sports de combat. On remarque que de nombreux champions africains émergent maintenant à l'international. On pense à Ousmane, on pense à Ngannou. Ousmane Ngannou, à Israël, dans d'autres sports comme la boxe ou bien le sambo et qu'on sort le taekwondo, Cheikh Cissé, Baguirut, tout ça. Et qu'est-ce qui explique, on va dire, cette recrudescence-là? Moi, je pense qu'en fait, c'est les opportunités aujourd'hui qui sont internationales. Donc le potentiel a toujours été là. Le potentiel a toujours été là. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que moi, en vrai de vrai, moi, j'ai tout le temps aux gens.
Aujourd'hui, on parle des Khabib, des consorts et consorts. De l'Europe de l'Est, c'est des tueurs, c'est ce que tu veux. C'est parce qu'ils ont une école des sports de combat qui date d'au moins 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? Les entraîneurs se sont spécifiés là-dedans, des gars d'expérience, c'est de vraies écoles. Où là-bas, au fait, les sports de combat, c'est un moyen de sortie de la pauvreté. Tu vois, ça a été vraiment mis, il y a eu vraiment des plans au niveau des États de l'Europe de l'Est où vraiment ils occupaient la jeunesse avec les sports de combat, les arts martiaux. Du coup, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, quand l'URSS n'est plus l'URSS et qu'aujourd'hui, ils se mélangent un peu plus, on voit émerger des champions comme Khabib et consorts. Le problème de l'Afrique, c'est que nous, on a été longtemps, au fait, un peu, tu vois, un peu mi-figue, mi-raisin, tu vois. Il n'y a pas vraiment de politique jusqu'à aujourd'hui. Mais ceux qui ont réussi à mettre ces politiques en avant, aujourd'hui, comme moi, je vais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire, le taekwondo, qui est une fédération qui s'est beaucoup battue aujourd'hui. La Côte d'Ivoire trône sur le toit du monde avec deux champions, une chez les femmes, un chez les gars, Cheikh Cissé et Gbagui Ruth, tu vois. Et voilà, c'est une politique que le taekwondo a développée depuis 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que si toutes les fédés, tous les sports, tous les acteurs se mettent à faire ça, moi je te dis qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'au fait, ce qu'on pouvait faire en 20 ans, en 10 ans avant, en 20 ans, aujourd'hui, en 10 ans, on le fait. Tu divises par deux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pris des jeunes qui, en 2020, ne savaient pas boxer. En 2022, ils étaient champions du monde amateur de Muay Thai en Thaïlande. Pour te dire, parce qu'au fait, nous, on a fait quoi? Nous, on a eu la chance d'acquérir les connaissances et l'expérience. Donc, du coup, aujourd'hui, quand on le donne, on sait qu'il y a des choses qui sont inutiles. On enlève, on va à l'essentiel, tu vois. Et ça, c'est en train d'arriver. Plein d'Africains, d'Ivoiriens en particulier, qui sont partis, qui ont fait des carrières, pas forcément de grosses carrières, mais qui savent ce que c'est qu'entraîner, reviennent au pays. Je sais qu'au Sénégal, ça se fait. Ils reviennent au pays en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Et croyez-moi que dans 5-10 ans... Alors, Oli, vous avez bien fait de parler de retour parce que tous les champions cités s'entraînent. Ouais. Moi, je ne suis pas content. Moi, je te dis la vérité. Mais est-ce que c'est pas aussi les moyens, C'est ce que je dis, tu vois, c'est ce que je dis, au fait, parce que la politique réelle sur le sport, excusez-moi les dirigeants, hein, sur le sport, n'existe pas réellement, malheureusement. Je pense que nos présidents de la République, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mettent tout en œuvre pour que la jeunesse puisse être occupée sainement au travers des ministères des Sports et consorts. Mais voilà, ça prend du temps de structurer tout ça, tu vois. Il faut de réels plans structurels par rapport à ça. Et je pense que quand ces politiques-là seront réellement mises en place, mais voilà, les choses vont se passer comme il faut. Moi, je te dis la vérité, aujourd'hui, voir les collègues comme Cheikh Cissé, Gbagui Ruth, ne pas se préparer en Côte d'Ivoire et être champion du monde, champion olympique, on est content. Mais on aurait voulu que ce soit des plus produits, tu vois. Un Teddy Riner, quand il est champion olympique, c'est la France du début à la fin qui est champion olympique. Il n'y a pas un autre pays dans la boucle. Il faut qu'on arrive à le faire. C'est ce que les Occidentaux ont réussi à faire. Les autres nations du monde ont réussi à faire, les Chinois, tout ce que tu veux. L'Afrique est encore en train de prendre le train de cette démarche-là et il faut qu'on continue comme ça. Tu vois, et comme je dis, c'est ces champions-là qui reviendront et qui redonneront. Tant qu'ils ne reviennent pas, eux, on ne pourra pas avoir ces mêmes parcours-là de champions, de nos champions. C'est pour ça que je dis, voilà, dans le développement de ça, il faut que ce soit une politique réelle des ministères qui sont, tu vois, qui s'occupent de ces portefeuilles-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Oli, tu l'as rappelé à plusieurs reprises lors de cet entretien que cette année sera la dernière pour toi. Ouais. Mais on est curieux de savoir quel serait ou bien en pied-point. En pied-point. En sport de combat pied-point. Pied-point. Donc ça veut dire ouais, on laisse une ouverture, on va aller faire du jiu-jitsu. avec un Ngannou, quoi. Non, Ngannou, on laisse le gars là-bas. Mais voilà, quelle pourrait être ta reconversion une fois que... Non, en vrai de vrai, tu vois, moi, comme je t'ai dit, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Je suis athlète, en même temps coach, en même temps je suis entrepreneur dans le sport. Et d'ailleurs, tu as eu un prix là en 2023 par rapport aux initiatives ça, tu vois, sur le développement de tes... tu vois, ça fait quelques années. Et tu vois, Dieu merci, tu vois, c'est des trucs qui encouragent, tu vois. Et voilà, moi, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Au fait, au bout d'un moment, tu vois, c'est un peu fatigant, tu vois. Malheureusement, moi, tu vois, quand l'infrastructure n'est pas en place, qu'il n'y a pas les hommes, tu vois, tu es obligé de faire Au fait, en Afrique, le problème que nos champions ont, même au Sénégal,
ceux qui ne sont pas au fait, qui n'arrivent pas à émerger réellement, c'est qu'ils sont obligés de bosser à côté en même temps de s'entraîner. Ils ont trop de casquettes. C'est pareil, tu vois. Moi, c'est ma dernière année, mais après, tu vois, je pense que quand je vais arrêter, là, tu vois, j'ai mis en place cette salle-là avec mon associé. On a mis cette entreprise-là en place, tu vois. On a un plan de développer, tu vois, c'est la franchise. On pourra même peut-être arriver au Sénégal bientôt, tu vois. On travaille, tu vois. Le truc, en fait, c'est de donner de l'expertise, tu vois, de donner des pôles d'expertise et des centres d'entraînement avec de l'expertise réelle, tu vois, aux Africains, tu vois, avec des gens qui connaissent réellement ce dont ils parlent, des entraîneurs qualifiés, tu vois. Et voilà, et donc je vais me pencher là-dessus pour développer ça réellement. Ça sera vraiment mon cheval de bataille. Après, ça sera vraiment dans la construction de tout ça, tu vois, de ramener beaucoup plus de jeunes au sport de combat, tu vois, et pour les entraîner, créer les plateformes pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce qu'en fait, tout n'est pas d'entraîner. Il faut aussi créer les opportunités pour que les gars s'expriment après s'être entraînés. Et donc voilà, j'ai plusieurs entreprises par rapport à ça. Il y a la salle, il y a 225 Fight Show qui organisent des événements internationaux. Et voilà, je pense qu'après, moi-même, je vais me mettre au jiu-jitsu. Tu vois, ça, on dit c'est sport des vieux, c'est pas faux. Tu vois, on va là-bas, on s'attrape, on se fait câlin, on tourne, on se fout. Ça va être plus pour la passion ou bien vraiment pour la compétition? Plus pour la passion, jusqu'à ce que, tu vois, j'ai envie tu vois, je suis comme ça, tu vois, j'ai envie de... Esprit de challenge toujours, tu vois, d'aller essayer sans ego, hein. Mais au fait, moi, au fait, le truc, pourquoi je veux le faire? Parce qu'au fait, je veux pouvoir redonner, au fait, une réelle expertise à mes athlètes, aux gens avec qui j'ai parlé. Pour moi, au fait, il n'y a pas meilleur entraîneur que celui qui a fait le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas fait le terrain, tu ne sais pas c'est quoi la réalité. Quand ton athlète sera en difficulté, il y a des choses que tu ne pourras pas lui dire. Tu n'as pas eu cette sensation-là du danger où le gars ne peut plus, il sait qu'il est en danger, tu le vois dans ses yeux. Seul le gars qui a fait la compétition dans la cage, dans le ring ou sur le tapis, ou bien dans la lutte sénégalaise, pourra entraîner un lutteur, il va lui dire « calme-toi, respire, fais ci, fais ça, fais pas ça ». Tu vois? Et moi, pour moi, c'est très important, l'expertise réelle, le terrain. Et donc, je suis obligé d'aller au charbon, tu vois, d'aller au charbon et voilà, pour pouvoir retransmettre fidèlement l'ambiance du feu. Mais alors, Oli, tu sais, Sénéweb s'est déplacé en Côte d'Ivoire Merci beaucoup à Sénéweb. pour couvrir non seulement la CAN, mais aussi pour découvrir la Côte d'Ivoire et ses talents, dont toi. Et on est là ce soir pour la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e. On aimerait... Chez nous, vous êtes contents d'être à Abidjan, les gars? La vérité, dites la vérité. C'est beau, hein? Les stades, tout ça. Il y a les stades, tout ça. Hein. Ils ont bossé. Hein. Le président a bossé, il a bossé. Mais selon toi, quel est ton regard sur la compétition et tes favoris? On va être honnête. Hein. Le Sénégal est largement favori. Il faut dire la vérité, c'est le champion sortant. Voilà. Tout le reste, c'est des challengers. C'est les challengers. Le Sénégal est largement favori. Le Maroc aussi a fait le demi-finale du championnat du monde. Le dernier championnat du monde. Le Sénégal, c'est l'équipe première a été championne d'Afrique, l'équipe jeune a été championne d'Afrique des jeunes. Donc ça veut dire, tu vois, 3 générations championnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est chaud, tu vois. Après nous, c'est chez nous. Hein. Sénégal 1, Maroc 2, mais on est chez nous. Donc à la fin de la journée, là, rappelez-vous qu'on est chez nous. Donc là, on va mouiller maillot. Jusqu'à la fin, on va mouiller maillot. En tout cas, si vous nous croisez en finale, ne dormez pas. Mais si vous oubliez là, si on met dedans, c'est fini. Donc le coup de marteau sera... Le coup du marteau clair. Plus redoutable. Hein? Le coup du marteau, c'est méchant. Donc faites attention, mais en vrai, de vrai, le Sénégal favori, c'est normal, tu vois. Ils ont une grosse équipe, ils ont un gros Sadio Mané. C'est la même équipe qui a pratiquement joué la CAN, là, qui revient. Comme j'ai dit, sur 4 générations derrière, tu vois, ils ont été champions d'Afrique, là, récemment. Donc, tu vois, il y a les backups qu'il faut. Ils ont une grosse équipe. Mais après, voilà, nous, on est chez nous. Ils ne voient rien mouiller maillot. Nous, on n'aime pas reculer ces éléphants. On va tout faire pour gagner cette CAN-là chez nous. On va tout faire pour la gagner. Je pense que Max Gradel, Serge Aurier et tous les autres, je pense qu'ils ont conscience des enjeux que représente cette CAN chez eux à domicile. C'est vrai que le public attend beaucoup quand tu joues chez toi. Mais voilà, grâce à Dieu, ils vont tout donner. Voilà, mais voilà, pour moi, Sénégal favori, Maroc en numéro 2, Côte d'Ivoire numéro 3. Mais comme c'est chez nous, on organise là, on est numéro 1 ex aequo avec vous.
D'accord. Alors, Oli, nous arrivons au terme de cet entretien. Mais avant Merci, de terminer, Rose. je vais te soumettre un petit jeu, ou bon, une petite question Ouais, sur ton leitmotiv. ouais. Aujourd'hui, il y a 1 million d'abonnés peut-être qui te regardent, hein, sans compter aussi notre site internet. C'est ça. À la jeunesse sénégalaise, quel conseil pourrais-tu leur donner? À la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine en général, tu vois, je pense que aujourd'hui, le monde est ouvert. Je pense que on n'a pas, on a beaucoup de frères qui quittent le continent, qui se disent que la vie est mieux ailleurs, qui mettent leur vie en jeu. Des Nganou, il y a 1 sur 1 milliard, tu vois, ces gens de chance-là. Je pense que les opportunités sont aujourd'hui chez nous en Afrique, au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, au Mali, partout. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on a, développer chez nous. Et c'est le travail, apprendre, s'éduquer et derrière, croire, mais travailler. Il n'y a qu'en travaillant qu'on acquiert de l'expérience. Et c'est ces sommes d'expérience-là qui font que demain, on arrive à accrocher le succès. Parce que tu ne vas pas échouer toute ta vie, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, tu vas arriver à toucher le coche, tu vois ce que je veux dire. Et il faut qu'on travaille, il faut qu'on continue de prier et il faut qu'on continue de s'éduquer. C'est très important. Je pense que l'éducation, c'est la clé. La formation, c'est la clé. Au même titre que la prière, il ne faut rien lâcher. Voilà, l'Afrique, c'est demain et ça commence maintenant. Et on le voit tous, le monde entier est chez nous. Donc pourquoi on veut aller ailleurs? Il faut rester chez nous. Les gars, demain là, c'est nous. Ça commence maintenant. On est ensemble. Merci beaucoup, Oli la machine, qui nous a réussi ici dans sa salle de sport, hein, The Labs. D'accord. Et merci aussi à vous, chers internautes de CNeWeb TV. Rendez-vous dans un prochain entretien. Au revoir.